Bonjour à tous. Salut les filles. Salut. Hello, hello. Alors aujourd'hui, on accueille Didier Godot qui est avec nous, notre invité spécial. On est super contente. Et donc, on va parler régulation émotionnelle. Et tout d'abord, ma question à Didier, qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle? Bonjour à toutes. Eh bien, je vais essayer d'être simple pour vous définir ce que c'est. C'est en fait, ce serait une capacité que nous avons tous, sans le savoir, et qui permet qu'on reste vivant instant après instant, c'est-à-dire d'être en autorégulation permanente. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous différents systèmes qui nous permettent de répondre à toutes les informations de l'intérieur ou de l'extérieur du corps et de trouver la réponse idéale à chaque instant. Donc, dans notre cadre, là, on se sert d'une voie d'entrée qui permet de stimuler et de réveiller ce système-là d'autorégulation, qui est ce que j'appelle la voie sensorielle. C'est-à-dire qu'on soit conscient ou pas à chaque instant, on a des millions de capteurs qui nous renseignent en permanence sur le monde extérieur et sur l'équilibre intérieur. Et donc, c'est simplement une machine qui est là, c'est-à-dire qu'un outil qui est là, qui est totalement inconscient. On n'a rien du tout on n'a pas à réfléchir quand on y fait appel, il est là. Et l'avantage de ce système-là, c'est qu'il est fait pour qu'on soit le mieux possible à chaque instant, à tout point de vue. Donc, il possède, en dehors des capteurs sensoriels qu'on a tous, que l'on sente ou que l'on ne sente pas, ils sont bien là. Et on a des voies nerveuses qui renseignent des centres de régulation, qui font leur travail et qui donnent la meilleure réponse à chaque instant. Si je fais une analogie avec la voiture, parce que ça permet là, autrefois, dans ma vieille 4L, il y avait un moteur, un frein, un accélérateur, et puis il y avait peut-être dans toute la voiture 5 mètres de fil électrique pour allumer les phares, démarrer, etc. Et dans nos voitures modernes, et on s'en plaint souvent, vous avez vu qu'il y a un nombre invraisemblable de dizaines de mètres de câblage qui relient des capteurs qui sont partout, dans tous les éléments essentiels de la voiture, et qui renseignent des centres de régulation qui ne réfléchissent pas, qui font leur boulot pour trouver la meilleure réponse pour que la voiture marche au mieux à chaque instant. Voilà, en gros, c'est ça, notre système. Ok, et d'après toi, sur quoi ça marche en fait? Dans quel domaine on peut l'appliquer? Comme je l'ai dit, ce système-là, s'il s'arrêtait de fonctionner 2 secondes, on serait tous morts. Donc, ce système-là, il est fait pour régler tous nos problèmes, c'est-à-dire tous nos déséquilibres. C'est-à-dire un capteur, ça agit entre ça et ça. C'est-à-dire quand on est dans cette marge-là, c'est de la marge de fonctionnement où ça va. Si on sort de la marge de fonctionnement, à ce moment-là, il y a péril, il faut il faut réguler. Donc ça marche sur quoi? Ça marche sur toutes nos manifestations physiques ou comportementales. C'est-à-dire Concrètement, tu veux dire? ça veut dire que quand quand on sent ou quand on nous fait remarquer qu'on a un problème de comportement, qu'on est irritable, qu'on est colérique, qu'on est introverti, etc. Il y en a des tas. Il y a un problème de réglage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tellement au mieux, surtout que si c'est persistant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des sautes d'humeur, ça c'est autre chose. On est des êtres émotionnels, donc on a des bouffées émotionnelles qui sont parfaitement normales, dans tous les sens. Par contre, quand ça devient chronique, quand ça devient permanent, et que soit on en souffre, soit l'entourage en souffre, à ce moment-là, c'est qu'il y a une perturbation. D'autre part, ça c'est quand c'est de l'expression extérieure, on va dire. Donc ça se voit, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est irritable, quelqu'un qui est déprimé, etc. Ça se voit. Par contre, il peut y avoir aussi des manifestations qui sont corporelles, tout simplement. Et là, c'est infini. Comment se fait-il qu'on ait des problèmes de dos dans telle et telle circonstance ou durables, des problèmes de fatigue, des problèmes, etc. Donc, qui sont dans le champ totalement physique.
Si vous voulez, moi, par rapport on a parlé tout à l'heure, mais par rapport au côté émotionnel, j'ai beaucoup plus de liberté. La régulation, elle est globale, parce que le système, il est global. Il n'y a pas un truc qui s'occupe du corps, un truc qui s'occupe des émotions, un truc qui s'occupe de, je ne sais pas quoi, l'alimentation. Non. Il y a un fonctionnement global qui se régule au mieux à chaque instant et qui peut être perturbé. Voilà. Donc, c'est un peu le champ le champ d'application, si vous voulez, il est considérable, en fait. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut tout aborder par ce biais-là. Une douleur, qu'est-ce que c'est qu'une douleur? C'est une sensation qui peut provoquer des émotions également. Il suffit de laisser faire cet état-là pour parvenir à une régulation. En tout cas, une meilleure régulation. Pas forcément une disparition, mais un meilleur confort. Merci. En parlant du corps, ce qui est assez étonnant, dans un accompagnement, j'ai une cliente qui me dit « Oh, j'ai de la tachycardie depuis 4 jours ». Et je l'ai accompagnée sur une séance de régulation émotionnelle. La tachycardie a complètement disparu, alors qu'en fait, elle pensait aller voir le médecin, faire des examens, et ça lui était déjà arrivé avant. Et ça passe au bout d'un moment. Et donc, c'était bien lié à de l'émotionnel. Alors, relier de la tachycardie à de l'émotionnel, quand on est quelqu'un sans connaître vraiment la régulation émotionnelle et sans l'appliquer régulièrement en testant, voir qu'est-ce qui se passe dans le corps, ça va être difficile d'identifier que c'est émotionnel, l'origine. C'est difficile, en même temps, les gens le sentent bien, la plupart des gens, du temps, que ça ne vient pas de n'importe où, en fait. Ça, c'est le principe médical, c'est qu'il y a une cause ou un enchaînement de causes qui fait que ça peut être. Mais pour rester toujours dans l'analogie mécanique, on va dire, bien que j'en sois loin au niveau de ma perception du corps ou de l'individu, on a deux systèmes neurologiques. On a l'accélérateur et le frein, le sympathique et le parasympathique. Et en fait, chacune de nos fonctions, y compris la fonction cardiaque, est régulée par l'accélérateur et le frein. Après, ça passe par des hormones, etc. Et en fait, notre existence et notre équilibre vraiment personnel au niveau organique et au niveau psychologique passe par cet équilibre neurovégétatif qu'on appelle, c'est-à-dire entre l'accélérateur et le frein. Voilà. Autant c'est parfaitement cohérent d'être sur un mode accélérateur quand on a à répondre à un stress et à trouver une solution, autant il est absolument nécessaire d'avoir une période de repos, c'est-à-dire la vagotonie, où au contraire on lâche complètement et on remet à zéro tous les systèmes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'émotionnel de l'organique, du physique, là, en particulier de la tachycardie, par exemple. C'est une réaction à une situation de stress, par exemple. L'adrénaline, l'hormone qui provoque la tachycardie, c'est l'adrénaline qui provoque une accélération du rythme cardiaque. Bref, et c'est valable pour tout, en fait. Donc, si on peut dire qu'est-ce que c'est la régulation, et je prends volontairement le terme régulation point barre, ça sert à justement réguler tous nos systèmes. Et c'est un outil qui est absolument efficace que personne ne peut remplacer de l'extérieur. Du coup, à quoi ça sert d'être accompagné en présentiel ou par téléphone? Alors, en théorie, dans la mesure où on est tous dans la perception, on est tous capables de sentir, et que le protocole est très simple, c'est de sentir et de suivre les sensations et de suivre les modifications jusqu'à ce que ça se calme et puis qu'il n'y ait plus rien. Voilà. En gros, c'est ça la simplicité du protocole et du processus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si en théorie on peut le faire, et tout le monde peut le faire si on vous dit simplement il s'agit de suivre simplement ces consignes-là, c'est un peu plus subtil et il est souvent nécessaire d'avoir un apprentissage comme en toute chose. C'est-à-dire que la première fois, ça peut être effrayant ou ça peut être frustrant. Frustrant parce qu'on peut s'apercevoir qu'on ne sent rien.
On dit, bon voilà, je sentais un petit truc au début, et puis là, je ne sens plus rien du tout. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça ne marche pas, ce truc-là. Ça peut être aussi inquiétant, parce qu'il n'y a pas que des sensations agréables. Il peut apparaître aussi un certain nombre de choses qui sont désagréables, voire même effrayantes. Parce qu'on va remonter un fil quelque part dans une mémoire qui est tout à fait naturelle, on va dire. Et on peut être confronté à des passages difficiles dans ce parcours-là. Et si la peur est la première cause de blocage du processus. C'est pour ces raisons-là qu'il est important, au moins les premières fois, d'être accompagné. Pas en termes d'être accompagné par quelqu'un qui sait mieux que nous comment ça marche, etc. C'est pas ça. C'est juste d'être sécurisé. Parce que au-delà d'être une technique, et on parle beaucoup de techniques, ce qui me hérisse relativement, c'est avant tout une relation. C'est avant tout une relation qui va permettre d'accéder à certaines choses vraiment de façon beaucoup plus profonde et efficace. Donc, effectivement, je pense qu'on est tous passés par là. C'est-à-dire qu'on commence par être guidé par quelqu'un qui est déjà lui-même passé par là, de façon à ouvrir des portes. Une fois que les portes sont ouvertes, à ce moment-là, comme pour toute activité, on devient autonome. Et le but est de devenir autonome. Mais attention, avant d'être autonome, il faut apprendre la musique avant de faire un concerto, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Bien que ce soit infiniment plus simple. Ce qui est simple n'est pas forcément simpliste. Ce qui est simple n'est pas forcément banal. Il est important de redonner un petit peu l'importance que ça a dans les effets que ça peut avoir. Et pour ça, il faut aussi, je pense, avoir le réflexe de demander un petit peu à ceux qui sont passés par là, tout simplement. Après, ça peut se faire en présence. Et l'avantage de ces temps derniers, c'est que ça peut se faire aussi à distance. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être en présence physique pour pouvoir expérimenter ce processus-là. Et à mon sens, c'est un énorme avantage et qui va le demeurer pendant les années qui viennent, à mon avis, parce que ça casse beaucoup de clichés où on va voir quelqu'un quelque part. Et moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille de cette façon-là, et je n'y trouve que des avantages. Même des avantages par rapport à une séance classique. Par téléphone, tu veux dire, là, ou tu as d'autres pratiques? Tu fais de la visio? Ça peut être, à l'époque où j'ai commencé, c'était par téléphone parce qu'il n'y avait pas autre chose pratiquement, mais c'est aussi comme on fait là maintenant. Où on est ensemble, on est en train de partager, et le fait d'avoir la visio donne beaucoup d'indications et de confiance. C'est précieux. Donc, on a un outil qui est à notre disposition qui révolutionne véritablement la façon de procéder, en fait. Et les gens ne sont jamais choqués par ma pratique. Ils n'y trouvent aussi que des avantages. Alors là, il nous reste 2 minutes, donc on peut encore poser une ou deux questions. Vas-y. Je vous écoute. Allô? Alors, vous avez des questions? Alors, je voulais juste rebondir peut-être plutôt sur ce que tu disais par téléphone. Je trouve que même des fois, c'est plus facile pour les gens d'être accompagnés par téléphone que d'être en présentiel. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont appeler plus facilement appeler quelqu'un que de venir dans un cabinet. Je ne sais pas si tu ressens ça. La présence de l'autre n'est pas étouffante. Il y a une interface qui est l'écran. On se met pas à nu dans un fauteuil dans un endroit qu'on ne connaît pas, où on peut être déstabilisé, etc. Non, c'est évident que c'est un énorme plus, à mon sens. Ouais, moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu disais aussi, c'est finalement l'intérêt qu'on va aller soigner, mais pas par les mots,
mais par le corps. Donc, du coup, on ne se met pas à nu avec nos mots, avec notre histoire, on va directement à la source et on passe directement par la voie de la difficulté, quoi. Oui, à mon sens, c'est une approche qui est éminemment respectueuse, Oui, parce qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de résultat absolument indispensable. C'est un partage. Et donc, ça donne énormément de liberté. Et comme je vous l'ai déjà dit à certains d'entre vous, c'est la condition. La condition pour que tout ça marche, c'est la liberté. C'est que l'accompagnant se sente libre et que l'accompagné se sente libre aussi. Il y a vraiment... Et là, on est dans le partage parce qu'on est à égalité. Il n'y a pas celui qui sait, il n'y a pas celui qui fait. On explore ensemble. On explore ensemble. Et c'est la condition aussi pour laquelle ça marche vraiment de façon très, très pertinente, quoi. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas Didier Godot d'être venu nous rendre visite et d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc on vous encourage vraiment à réguler, à apprendre à le faire, à vous faire accompagner par téléphone et aussi en présentiel. Donc demain on vous a préparé un super thème, une émission vraiment, on a passé pas mal de temps à le faire. Donc c'est une surprise, donc vous verrez ce que c'est. Et on se réjouit de vous revoir. À très bientôt. Bye. Salut, merci. Et merci à vous tous et merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci.